Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes au bon endroit pour faire le plein de bonne humeur et d'infos 100% Vendée pour ce mardi 3 décembre, troisième case du calendrier de l'Avent. Du côté de l'actu, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, je règle ma pédale de prompteur. Hop, voilà. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous parlons d'entreprise. Tiens, avec ce chiffre, un tiers des consommations vendéennes en énergie sont issues des entreprises. Est-ce que vous le saviez ? L'association Rupture, qui est nationale maintenant, mais qui a été créée en Vendée, organise des ateliers, notamment dans les zones d'activité, pour réfléchir à des solutions de coopération entre voisins, pour essayer de baisser cette facture, ce coût énergétique qui explose. Nous avons assisté à un de ces ateliers. Nous parlons du Vendée Globe aussi ce matin. Alors, vous allez retrouver dans quelques minutes après le journal votre traditionnel point quotidien du Vendée Globe, mais on va aussi prendre des nouvelles ce matin de Maxime Sorel. À ce jour, c'est le seul candidat à avoir dû abandonner la course. Et puis, vous le voyez, nous aurons aussi des nouvelles de Jean Le Cam. Et puis, je vous propose un peu de paillettes, un peu de rêverie dans les allées du marché de Noël de Tifauge. C'était aussi au programme du jour. Marché qui va vous plonger le week-end prochain encore dans la féerie des fêtes de fin d'année, tout comme d'ailleurs au pied de l'abbaye de Maizet, si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir à ce jour. Du côté des informations pratiques, en ce 3 décembre, eh bien, je vous propose une météo grise, mais plutôt clémente, si on essaie de voir le bon côté des choses. Un temps couvert pour tout le monde ce matin en Vendée, quelques éclaircies dans le Haut-Bocage. Quelques averses sur l'Île-Dieu et dans la baie des Sables, oui, mais donc plutôt un temps sec sur le continent. La chute du mercure, ça c'est surtout le fait marquant de ce matin, notamment dans l'est de la Vendée. Cet après-midi, les éclaircies gagnent du terrain, les nuages s'accrochent au littoral, ils ont du mal à repartir dans l'océan. Nous avons peu de vent et les températures qui grimpent jusqu'à 10-12 degrés. Du côté des horaires de marée, la basse mer, elle est prévue en toute fin de matinée, à midi moins le quart, ce qui fait que assez logiquement vous retrouvez une pleine mer 6 heures après, à savoir 17h43 avec des coefficients de 76 et 75. Notre carte des marchés avec les rendez-vous de ce mardi. Je vous propose d'aller du côté de Bournezeau puisque c'est jour de foire mensuelle. Nous sommes le premier mardi du mois et jusqu'à midi et demi vous avez donc les commerçants de plein air qui sont installés place de la mairie. À Chantonnay aussi, pas très loin de Bournezeau, vous avez sous les halles couvertes, place de la Liberté, rendez-vous avec les commerçants jusqu'à midi et demi. Et puis à Chaland, on va passer un petit peu de temps sur Chaland. Vous pouvez faire partie des tout premiers clients des nouvelles halles de la ville, puisque les halles de Chaland ont ouvert ce matin à 8h dans leur nouvelle version. Alors sur place, vous allez pouvoir notamment découvrir ce qu'on appelle un food court, c'est-à-dire un endroit où vous allez pouvoir manger sur place. C'est plutôt pas mal, ça, sur la fin de matinée. Et vous allez aussi pouvoir surtout y aller 5 jours par semaine, 5 matinées par semaine, au lieu de 3 jusqu'à présent. Au niveau des travaux, je vous rappelle un petit mot concernant le pont du Brou. Nous en parlions hier avec une circulation alternée en journée. Eh bien, n'oubliez pas également que le pont du Brou est totalement fermé de 20h à 6h, donc toutes les nuits de cette semaine, mais aussi de la semaine prochaine. C'est du lundi soir au vendredi matin à 6h pour la toute dernière ligne droite pour la réfection de ce lien indispensable entre la Vendée et la Charente-Maritime, et puis après on repartira pour 30 ans sans souci dessus. Au niveau de l'éphéméride, bonne fête au François Xavier. Les FX, c'est votre jour aujourd'hui. Un petit dicton dans l'Avent: le temps chaud remplit caves et tonneaux. Et puis pour le petit clin d'œil, eh bien c'est pour les amateurs de jeux vidéo, notamment d'anciens jeux vidéo. Sachez qu'il y a tout pile 30 ans, en 1994, le 3 décembre, c'était la sortie de la console PlayStation au Japon. Et si vous avez fait attention, vous vous souvenez quand même de la tête des consoles de la PlayStation. On a la manette, et bien sur la manette, vous avez un triangle, un carré, un rond et une croix. Et bien le triangle, ce n'est pas par hasard, ça représente en fait une tête ou une direction. Le carré, c'est une feuille de papier et ça représente donc les menus ou les documents quand vous appuyez dessus. Et puis le rond ou la croix, c'est simplement pour dire oui ou non. Et oui, ça c'était la petite info du jour pour briller en société. On passe au journal.
Un journal que nous commençons avec une question. Comment ne plus subir l'explosion du coût des énergies quand on dirige une entreprise? Car aujourd'hui, ces entreprises représentent un tiers des consommations en énergie en Vendée. Le premier pas proposé donc par l'association Rupture, c'est le partage des bonnes idées et surtout la coopération. L'association vendéenne organise en cette fin d'année des ateliers pour amener les décideurs à partager des chantiers et des initiatives autour des énergies. La cible privilégiée, les zones d'activité. Louise Viager. Un chef d'entreprise devient élu d'une collectivité. Chacun s'est glissé dans la peau d'un nouveau personnage pour ce jeu de rôle. Le but, résoudre des défis énergétiques en coopération sur une zone d'activité virtuelle. Et donc ce qu'on va leur demander, c'est de rentrer dans ce personnage pour qu'ils puissent, par le jeu, identifier quels sont les critères de réussite de la coopération en zone d'activité. Ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent à un moment donné toucher du bout du doigt qu'est-ce qu'il faut faire pour que des projets un peu compliqués, un peu de temps long, trouvent du sens à l'échelle des activités d'entreprise, aux zones d'activité, et qu'on améliore, en l'occurrence aujourd'hui, le sujet de la prise en compte du sujet énergétique. Les entreprises représentent 35% des consommations d'énergie en Vendée et 15% des émissions de gaz à effet de serre. Pour le syndicat des énergies en Vendée, il faut réduire la dépendance énergétique de ces entreprises aux marchés européens et internationaux. D'où l'idée de trouver des solutions au niveau local. Et elles peuvent également monter des projets, soit d'autoconsommation collective, donc de production d'énergie, d'électricité et revente à l'échelon local, voire le même principe sur la chaleur, donc mise en place de réseaux de chaleur et partage d'une unité de production à partir de sources renouvelables. Autant de solutions pour faire face à l'explosion du coût de l'énergie. Depuis 2023, la communauté de communes du Pays de Mortagne accompagne les entreprises et crée des rencontres. Ce qu'il faut, c'est renouer entre guillemets ces deux facteurs-là pour qu'on soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le producteur qui va avoir une possibilité de produire une énergie, elle puisse le transmettre directement à une autre entreprise voisine, proche, peut-être qu'ils ne se connaissent pas. Et nous, on va essayer justement d'être là pour être ce petit coup de pouce qui va les amener à voir peut-être autrement comment on peut prévoir l'avenir. Coopérer en zone d'activité, c'est donc avant tout favoriser la transition énergétique au niveau très local. Ce mardi marque aussi le début d'une semaine sociale chargée. Les organisations de retraités appellent ce matin à la mobilisation. 2 rassemblements sont prévus en Vendée. Le premier à 10h30 devant la préfecture de La Roche-sur-Yon. Le second à 11h, place de la Liberté, c'est au Sables-d'Olonne. Revalorisation des retraites et accès aux soins sont les principales revendications. Et puis jeudi, le 5, grève dans la fonction publique. Écoles, hôpitaux ou encore mairies seront concernés. Ce sont les économies prévues dans l'administration par le gouvernement pour le budget 2025 qui font grincer des dents. Dans ce contexte, le conseil départemental de la Vendée ouvre justement ce soir à Venanceau sa session du budget primitif 2025. 2 semaines de travail en commission pour déterminer les priorités du département en matière d'investissement. Le vote de ce budget primitif 2025 est prévu le 13 décembre. Direction La Roche-sur-Yon à présent, où l'AFPA vient d'inaugurer un tiers-lieu entièrement dédié au retour à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle. Ce village des solutions fait partie d'un nouveau maillage à la fois public et privé pour accompagner et former tous ceux qui sont éloignés de l'emploi. C'est ouvert à toutes et tous, pas uniquement aux stagiaires de l'AFPA. Le but, effectivement, c'est de se dire que soit pour des problèmes de mobilité, soit des problèmes de santé, de fracture numérique, de parentalité ou encore de mobilité ou de logement, eh bien les gens sont souvent avec des freins qui vont les empêcher à aller vers l'emploi. Ça peut être aussi des accidents de la vie qui vont faire que finalement le problème qu'ils rencontrent vont empêcher ces gens-là de pouvoir y rester à leur emploi. Et donc la première vocation du village, c'est que ça soit un lieu unique, qui soit favorisant et que dans cet endroit-là, l'ensemble des partenaires qui ont des solutions concrètes à apporter puissent accompagner les personnes. Et le village des solutions de La Roche-sur-Yon a une marraine pour 2025, à savoir la directrice de formation du groupe Esti, groupe qu'on connaît notamment via la marque de réparation et de revente Envie, le collecteur et recycleur de déchets Trait d'Union ou encore les chantiers du réemploi. Ce que ça a d'innovant, c'est de pouvoir retrouver dans un même lieu plusieurs partenaires
que ce soit des acteurs privés, publics, et de pouvoir essayer de monter ensemble des partenariats. C'est vrai qu'au quotidien, on est chacun dans nos structures. Alors on se croise lors d'événements, on peut créer des partenariats, mais là l'idée c'est qu'on soit tous au sein d'un même lieu et de pouvoir favoriser les échanges et la connaissance de chacun. Et ce village des solutions se trouve au cœur du centre AFPA, impasse Ampère à La Roche-sur-Yon. Ça y est, à un mois de la fin de l'année, l'ambiance des fêtes de Noël s'est installée en Vendée, direction Tiffauges, au cœur de l'ancien château fort où le traditionnel marché s'est installé en fin de semaine dernière pour sa 28e édition. Mathis Pires. Des décors enneigés, des sapins illuminés et le Père Noël. Le tout dans un environnement médiéval, de quoi plonger les visiteurs dans la magie de Noël. C'est la première fois que je viens et du coup ça change des marchés de Noël traditionnels qu'on a l'habitude de voir. Ça nous met vraiment dans l'ambiance de Noël, oui, vraiment. Il y a beaucoup de lumière, j'ai bien adoré. C'est magnifique quoi. C'est les décorations, c'est les petits chalets, c'est tout un ensemble qui fait vraiment qu'on sent bien les féeries de Noël. Là. Une 28e édition qui attire toujours autant de monde. L'an dernier, près de 80 000 curieux ont passé les portes du château. Par carte ou espèce. Un rendez-vous incontournable pour les 60 exposants installés sur le site le temps de 2 week-ends. Mais elle adore les pâtes de fruits, alors je dis... Fabien Robert est confiseur. Et j'ai une dernière série qui me reste en pot de 7 avec, je crois qu'il y a de la fraise dans celui-ci. Il participe pour la première fois au marché. Pour lui, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je vais en prendre 2. Ça se passe des deux côtés. Du côté visiteur, où on sent les gens qui ont vraiment envie de se dépayser, qui sont là pour s'amuser. Les gens ont le sourire et c'est très agréable quand vous faites ce métier-là. Et puis côté artisan, côté organisation, il y a une ambiance. C'est-à-dire que les gens sont très conviviales, il y a beaucoup de solidarité et ça rajoute un sacré plus pour venir participer. Dans ce métier-là, on a des saisonnalités et effectivement, Noël pour un confiseur, c'est la grosse période. Et le faire dans cet écrin-là, c'est génial, c'est magnifique. Un tel événement ne pourrait se faire sans la participation des bénévoles. Près de 500 volontaires sont mobilisés dans l'enceinte du château. Là où des chorales et des spectacles pour enfants animent les lieux, pour plonger les visiteurs dans le monde féerique de Noël. Et ce marché de Tiffauges sera de nouveau accessible de vendredi soir à dimanche pour son deuxième et dernier week-end de Noël. Un mot de football avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. C'était hier soir. Il reste une équipe vendéenne en compétition, à savoir La Roche VF. Eh bien, les Vendéens vont recevoir une équipe de Ligue 1 juste avant Noël. Un beau cadeau. Le Stade brestois viendra le week-end du 21 décembre au Stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. Des nouvelles du Vendée Globe également, avec les concurrents qui entament une semaine qui s'annonce plutôt sportive. Les skippers de l'avant de la flotte vont rencontrer une dépression qui est en train de se renforcer. Beaucoup de houle au programme, 5, 6 voire 10 mètres de creux. En attendant, Jean Le Cam profite des tout derniers moments de plénitude. Regardez. La fin de l'Atlantique, tout court, l'Atlantique Sud encore plus maintenant, et qui a été pas très favorable, on va dire, mais bon. Et donc là, on a le petit Jenaker à poste, et puis un coucher de soleil assez particulier. On en profite parce que, à mon avis, demain, ça va pas être le même scénario. Et nous reviendrons dans le détail sur les événements des 24 dernières heures avec le journal du Vendée Globe dans quelques minutes. Et puis l'expert international de karaté, Pascal Lecourt, était de passage dimanche à La Roche-sur-Yon pour un stage. Une trentaine de karatékas de tout grade étaient présents pour écouter ses conseils. Depuis une dizaine d'années, Pascal Lecourt organise des stages à travers le monde. Il vient enseigner au moins une fois par an à La Roche-sur-Yon. En karaté-do, il y a une partie technique, il y a une partie un peu philosophique, et il y a toute cette histoire et cette culture. Donc ça apporte les trois choses. Techniquement, il nous apporte énormément de choses. Là, on va travailler par exemple sur les émotions, donc l'intérieur un petit peu de ce qui se passe en nous. Donc on apprend à le gérer, la respiration, etc. Et puis aussi un petit peu son histoire et l'histoire du karaté-do. Il nous fait comprendre dans quel monde on évolue, ce qu'est le karaté-do.
toute son histoire, des anecdotes. C'est intéressant aussi de nous faire comprendre un petit peu tout ça. Et donc voilà, c'est un ensemble de choses. C'est pas uniquement de la technique, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait un grand sensei. C'est toute son expérience. Et ça, il nous la donne. Et complétons ce flash de mardi matin avec quelques éléments de météo. C'est un temps gris et couvert pour tout le monde d'ici à midi. Quelques éclaircies dans le Haut-Bocage, notamment si vous êtes du côté des Herbiers. Autour de Pouzauges aussi, aux confins des Deux-Sèvres. Des averses à l'inverse sur l'Île-Dieu et dans la baie des Sables d'Olonne. Ça, c'est pour ce matin. À noter surtout la chute du mercure au réveil. Tout à l'heure, il faisait 2 à 3 degrés en Vendée. Cet après-midi, c'est à peu près le même programme pour tout le monde, un ciel encore couvert, mais normalement pas de pluie. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette matinale. On va s'intéresser au Vendée Globe. Et nous allons retrouver comme chaque jour le récapitulatif des dernières 24 heures avec Alexandre Lenaour. Que s'est-il passé de marquant au sein de la flotte et des concurrents encore en lice pour cette 10e édition du Vendée Globe? C'est maintenant. L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Les albatros en vue, le signe que la flotte a bel et bien fait son entrée dans le Grand Sud. En ce 23e jour de course, ils sont désormais 13, soit un tiers des skippers toujours en course, à avoir franchi le cap de Bonne-Espérance, premier des 3 grands caps du Vendée Globe. La tête de flotte est désormais dans l'océan Indien. Johan Richomme, un temps leader ce week-end. C'est finalement Charlie Dalin sur Massif qui a repris les commandes dans la nuit de dimanche à lundi. Complété par Sébastien Simon, actuel 2e sur Groupe du Breuil, le trio poursuit sa route vers l'Est avec des allures autour des 20 nœuds de moyenne. Le paquet de 3, là, on est quand même dans une situation intéressante. On va avoir un peu d'avance sur les autres. Après, il y a cette grosse tempête qui arrive. Là. Enfin, déjà, il y a toutes les zones de transition avant la grosse tempête. À voir comment elle se passe vraiment. Et après, la tempête, quoi. On va pas forcément la prendre au même endroit. Il y a des enjeux qui peuvent être un peu différents. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une petite différence de route avec Massif Santé Prévoyance et Groupe du Breuil, là. Les îles Marion et Prince-Édouard laissées au sud, l'enjeu est désormais de continuer à avancer entre les zones de molle et les conditions soutenues en approche. En milieu de semaine, les leaders vont en effet devoir négocier l'arrivée d'une dépression australe qui ne va cesser de prendre de l'ampleur dans les prochains jours. On voit ici, là, derrière nous, la dépression qui est en train de se creuser et qui va progresser vers l'est tout en se renforçant. Et les modèles ne sont pas exactement calés sur la trajectoire ni la force de la dépression, mais voilà, j'essaie d'être le plus prévoyant possible par rapport à ça et de faire la trajectoire la plus intelligente ou la moins idiote. Les premiers choix opérés laissent à penser que la tête de flotte penche pour une option plus au nord. Pour l'heure, cette dépression reste installée au sud du continent africain. Jonché entre le groupe de tête et l'arrière de la flotte, un groupe de 9 skippers emmenés par Samantha Davis sur Initiative Cœur s'apprête à passer ses prochaines heures le cap de Bonne-Espérance et à négocier le fameux courant des aiguilles. Le début est toujours difficile parce qu'il y a le courant d'Agoulas. Donc la mer est vraiment difficile et le bateau avance pas volontairement avec cet état de mer. C'est le mois de décembre qui commence aujourd'hui, avec cette semaine qui est le vrai Vendée Globe, entre guillemets. On est dans le vif du sujet. En arrière de la flotte où les skippers surfent sur une autre dépression, cette entame de 4e semaine de course a aussi été marquée par de nombreux empannages, l'objectif étant de préparer les conditions plus soutenues à venir en continuant de ménager leur monture. Moi, mon objectif, c'est vraiment de terminer le tour du monde, donc ça m'arrive de vraiment me dire non, là c'est important d'affaler plutôt que d'aller attaquer ou quoi. Enfin, je suis mon intuition et du coup j'ai beaucoup préservé mon bateau, donc là j'ai toujours 100% du potentiel de mon bateau, donc ça me permet d'être dans le match, je pense. Au classement de ce lundi 2 décembre, Charlie Dalin sur Massif occupe toujours la première place devant Sébastien Simon et Johan Richomme. Nicolas Lunven sur Holcim PRB et Yannick Bestaven sur Maître Coq, qui ont tous les deux mis le cap plus au nord, sont respectivement 6 et 7e. Le groupe de 9 poursuivants qui a entamé pour une partie son passage dans l'océan Indien est fermé par Damien Seguin sur Groupe Apicil en 18e position.
Derrière, le gros paquet de la flotte est toujours guidé par Jean Le Cam, 20e à bord de Tout commence en Finistère Armor Luxe. Moins de 170 000 nautiques séparent l'IMOCA Prismian de l'Italien Giancarlo Pedote, 21e de celui d'Éric Bellion, 29e sur Stand As One. Après un week-end qui avait démarré par un blackout total à bord de MS Hamelin, Konrad Coleman en 31e position fêtait ce lundi son 41e anniversaire. Enfin, en 39e et dernière place, à près de 4200 milles du leader Charlie Dalin, le Hongrois Szabolcs Vöröcs a franchi la latitude de Salvador de Bahia dans la journée de ce lundi. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et au dernier pointage, le classement n'a pas changé. Nous avons toujours Charlie Dalin qui est en tête, suivi de Sébastien Simon et de Johan Richaume. Je vous propose de passer à l'extrait du jour qui n'est pas sans lien, vous allez voir. Je vous propose un petit bout du Café de la Marine. Vous allez pouvoir retrouver l'émission en intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Le Café de la Marine reçoit Maxime Sorel. Maxime revient sur son avarie et son accident qui l'ont contraint à abandonner le Vendée Globe 5 jours après le départ. Nous prenons quelques nouvelles. Je me suis blessé dans la baume du bateau en essayant de passer un cordage qui était bloqué. Celui-ci s'est détendu puis retendu, donc j'ai pris entre 600 à 800 kilos sur le pied. Et tout de suite, j'ai senti une grosse décharge, mais bon, je me suis pas forcément. Je me suis dit, voilà, en trail, les chevilles elles tournent et elles reviennent assez facilement. Donc je me suis dit que ça allait passer, que la douleur allait passer. Après la montée au mât, pour aller vérifier ce qui se passait avec ma grand voile et le hook, j'ai senti que ça avait encore forcé dessus et que ça avait évolué dans le mauvais sens, c'est que ça avait gonflé en fait et ça commençait à être très enflé aussi, ouais, qui désenflait pas, hein, c'est ça. Et puis ça saignait en fait, le ligament était rompu donc il y avait du sang et c'est ça qui a fait que tout le protocole qu'on a mis en place avec les médecins, avec ma naturopathe qui me suit, allait pas dans le bon sens. Ça a duré 5 jours où clairement j'étais dans l'espoir de revenir au top. Jusqu'à l'arrivée à Madère, je me dis que c'est encore possible. Quand je m'arrête derrière Madère, je romps pas mon plomb moteur pour pas prendre de pénalité et je pense que je vais repartir. Encore, hein. Oui, tu espères. Voilà. Alors, tu n'as pas été épargné par les soucis dès le départ, puisque tu avais aussi déchiré ton gène à cœur. Après des mois de préparation très soigneuse, très rigoureuse, qu'est-ce qu'on éprouve, Maxime ? Mais c'est très bizarre, je déchire la voile, on est dans une situation particulière, il y a peu de vent sur la zone de départ, on a des grandes voiles très bordées, anormalement bordées en fait, et parfois elles sont gonflées à l'envers, en se gonflant à l'envers, elles viennent à percer parce que les outriggers qui tiennent le mât, les espèces de gros bouts en carbone qui sont sur les côtés, arrivent sur une zone qui n'est pas renforcée du tout parce qu'on est anormalement bordé, et ça perce, donc 2 heures après le passage de la ligne, les équipes sont encore à côté, les partenaires sont encore à côté en ZOD, et j'ai un trou dans le Genneker. Et ça c'est fou, c'est que la première nuit, je passe mon temps à essayer de réparer la voile tout en avançant. Et après, je me reconcentre sur la course parce que ça y est, j'ai réussi à réparer la voile. Je me dis, ça commence bien l'histoire. Et vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de cette émission et donc des nouvelles de Maxime Sorel, qui a été le premier et qui reste pour l'instant le seul des 40 candidats à avoir dû abandonner cette 10e édition du Vendée Globe. C'est une émission à retrouver notamment à 14h45 sur TV Vendée ainsi que sur tvvendée.fr. Et puisqu'on parle justement du site internet de TV Vendée, j'en profite que vous pouvez retrouver tous les jours l'invité de la matinale. Donc chaque jour, l'invité que nous recevons pour un entretien sur le plateau de la matinale, eh bien vous pouvez le retrouver en intégralité sur tvvendée.fr. Exemple, aujourd'hui, Philbert Corbregeot, avec qui nous avons parlé mentorat en entreprise. Eh bien, c'est un entretien et quelques petites pistes pour savoir comment faire pour mettre les talents et l'expertise de vos salariés de plus de 50 ans au service des nouveaux employés, des nouveaux collaborateurs de votre structure. C'est sur tvvendée.fr, rubrique matinale. Avant de se dire au revoir, on n'oublie pas, on passe au jeu. Avec une question que nous avons entamée hier. Quelle est la capitale vendéenne des sports mécaniques ? Pas nautiques, on quitte la mer cette semaine. Quelle est la capitale vendéenne des sports mécaniques ? Pourquoi nous en parlons ? Eh bien, c'est parce qu'il y a le Dakar qui se profile tout début janvier et que parmi les concurrents qui prennent le départ de ce Dakar, il y a plusieurs pilotes vendéens, dont
ceux que nous cherchons, ou en tout cas que nous voyons à l'écran aujourd'hui. Ciblez votre recherche dans le pays de Chantonnay. Ça, c'est notre indice du jour pour essayer de déterminer quelle est la capitale vendéenne des sports mécaniques. À la clé, une carte cadeau d'une valeur de 50 € chez notre partenaire Les Tissus du Renard à dépenser dans une de ses 4 boutiques. Il y en a 3 en Vendée, à Mouillon-le-Captif, à Chaland, au Sable-d'Olonne, et puis une autre à Niort dans les Deux-Sèvres. Le tirage au sort, c'est vendredi après-midi sur tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h. Nous serons déjà nous serons même à mi-parcours de la semaine dès 7h dans la bonne humeur. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.